C'est le profil d'une nana hyper talentueuse, hyper capable, qui remplit toutes les cases, qui est adulée par son boss, mais qui n'est pas payée à sa juste valeur. Et je pense à l'une de mes élèves notamment, qui est en train d'investir seule dans l'immobilier et ça pose problème à son conjoint. Si vous ne faites pas ça en premier, vous mettez des limites, les gens qui vous aiment vont s'adapter, ils vont respecter, ils vont même encourager ce travail et vous allez les inspirer. Ne vous oubliez pas, c'est le meilleur cadeau que vous puissiez vous faire. Alors, aujourd'hui, je suis en compagnie de Awa, Camille et Vanessa pour aborder la thématique de l'argent. Je pense que vous êtes intimement convaincus que c'est important si vous êtes là aujourd'hui. Si vous avez encore quelques doutes, vous allez voir que c'est particulièrement important. C'est un des sujets vraiment d'inégalité, l'argent, et c'est pour ça que c'est particulièrement important pour nous de toujours l'aborder. Et on a voulu prendre le prisme des inégalités au sein du couple, parce que c'est un truc dont on parle de plus en plus, mais encore pas assez. J'ai regardé encore des chiffres de l'INSEE, une étude de 2018 qui disait, je ne me rappelle plus, je vous remettrai les pourcentages après, mais qu'en gros, quand un homme et une femme se mettent en couple, l'homme, son niveau de vie augmente, tandis que la femme, son niveau de vie baisse. Et les postes des dépenses qu'on a, souvent les femmes, c'est dans les foyers, donc les courses, tous les trucs qui sont entre guillemets un peu périssables que personne ne voit, tandis que les hommes, ça va être sur des actifs, alors sur des trucs très ponctuels du style... voilà, l'achat de la voiture, les vacances, etc., etc. Et après, il va pouvoir investir dans des choses qui vont l'enrichir. Donc c'est vraiment qu'on dirait que ces inégalités au sein du couple, c'est des choses qui sont réelles. Et on va en parler du coup davantage avec des personnes qui sont expertes. Je vais vous laisser chacune vous présenter. Awa, tu commences ? Oui, avec grand plaisir. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors moi je suis Awa Fofana, je suis la fondatrice de Check Ta Paye et je suis experte en rémunération. Bonjour à toutes, moi je suis ravie d'être là, je m'appelle Camille, je suis la fondatrice de la communauté Elle Investit sur Instagram. Je suis vraiment très contente, donc merci pour l'invitation Clémence et toute ton équipe. Je trouve que c'est un sujet passionnant dont je parle moi-même peu, voire enfin pas assez du moins, sur mes réseaux. Donc je suis très contente d'être là pour m'exprimer sur le sujet et pour rencontrer Awa et Vanessa. Bonjour, moi je m'appelle Vanessa. Comment dire ? J'ai toujours tendance à dire que je suis l'influenceuse qui te fait du bien. Donc je passe mon temps à faire boulette sur boulette et je fais tout limite sur un malentendu et je suis devenue créatrice de contenu vraiment limite par hasard. Merci du coup à toutes les trois pour votre présentation. On va rentrer dans le vif du sujet déjà. Enfin, avant de rentrer dans le vif du sujet, je pense que c'est important de comprendre les contextes dans lesquels vous avez grandi pour bien aborder ce point-là. Donc, est-ce que chacune peut me raconter assez brièvement quel est le contexte familial financier dans lequel vous avez grandi ? Quel était le modèle ? Comment vos parents vous ont éduqué par rapport à l'argent ? Et comment ça vous a influencé jusqu'à aujourd'hui ? J'ai grandi dans une famille moyenne. On parlait peu d'argent, l'argent était ni un problème, enfin il n'y avait pas énormément d'argent et on n'en manquait pas non plus, donc ça n'a jamais été vraiment un sujet pour moi. J'ai pas ou peu reçu d'éducation financière au sens où mes parents m'ont pas appris à investir parce qu'eux-mêmes n'investissent pas. Le parcours classique, ma maman est fonctionnaire, mon père travaillait dans le semi-privé, ils ont acheté leur résidence principale, et voilà, et ils ont épargné, grosso modo. Donc j'ai reçu une éducation financière limitée au sens où on m'a toujours appris à épargner, mais jamais à investir. Par contre, il y a un truc qui m'a énormément influencée, c'est que je suis fille unique, j'ai pas de frères et sœurs, j'ai pas de frères surtout, et je pense que ça a joué dans mon éducation au sens où mes parents, et surtout mon père, m'ont élevée sans préjugés genrés. J'ai pas eu d'éducation genrée en fait. On m'a jamais dit t'es une fille donc fais ça. Ça c'est un sport plus pour les filles. Ça c'est un truc plus pour les filles. Ça c'est un métier plus pour les filles. Et ça je pense que ça m'a énormément influencée parce qu'en fait je me rends compte que quand j'ai débuté ma carrière ou même de manière générale dans le monde du travail, je crois que je pense sincèrement que je me suis jamais imposé de limite. En tout cas je me suis jamais dit ça c'est un truc pour les mecs, je peux pas le faire. Et au-delà de ça, je pense que quand je percevais qu'il y avait quelque chose qui était peut-être plus masculin que féminin, je le voyais comme un défi et je me disais ah ouais, et ben moi je suis une femme et je vais aller faire ce truc ou je vais dire ce truc ou je vais rencontrer telle personne. Donc là, je dirais que c'est un truc positif dans mon éducation, ce côté non genré que j'ai reçu. Moi, je viens d'une famille nombreuse, on est 8 enfants. Et du coup, alors s'il y a une chose qui était claire depuis que je suis petite, c'est qu'on était pauvres. Donc il n'y avait pas de débat.
Il n'y avait pas de classe moyenne, on était pauvres, donc quand tu voulais un truc, ah oui mais ça c'est pour les autres, nous on est pauvres, on n'a pas le droit à ça. Donc j'ai pas de complexe par rapport à ça, c'était juste un état de fait, donc je l'ai plutôt assez bien vécu. Par contre avec papa ça se négociait, donc souvent j'étais dans sa chambre en train de négocier en disant allez s'il te plaît, donc en essayant tout, le chantage, les larmes, voilà, tous les moyens sont bons pour obtenir. Et donc très rapidement je me rappelle qu'au lycée j'avais genre 50 € d'argent de poche par mois, alors que j'étais une des familles les plus pauvres de la classe, mais ça c'était un détail. Et donc j'ai très vite appris que quand on est 8, si tu veux quelque chose, faut le demander. Si tu le réclames pas, tu l'auras pas, sinon on t'oublie. Et donc très rapidement j'ai appris à prendre ma place, et ça je pense que c'est l'éducation que j'ai eue si tu veux quelque chose, demande-le, prends ta place, ose. Moi j'étais très pauvre, enfin ça je le dis tellement, nous on allait en vacances, je me souviens, au Secours Populaire, on mangeait avec les Restos du Cœur, donc vraiment vraiment pauvre. Il n'y avait pas de tu demandes et on te donne, non, il fallait vraiment aller chercher de l'argent avec ses dents. Je me souviens mon premier travail, je ne sais même pas si j'avais le droit de travailler à 14 ans. Et j'étais arrivée à la maison, oui, j'ai trouvé un travail, et je vendais des BD dans la rue. Et j'étais la meilleure vendeuse, parce que j'avais compris que si je ne vendais pas de BD, j'avais pas d'argent. Et si j'avais pas d'argent, c'était pas possible. C'était un nouveau retour au Resto du Cœur. Certes, le monde va te dire ce que tu peux faire, même si parfois, contrairement à Camille, on va pas te croire dans ton écosystème, et ça arrive, surtout dans les familles africaines, on doit être notre meilleur ami. On doit croire en nous. Et même si tout prouve qu'on va se tromper, il faut qu'on se prenne le mur parfois. Parce que des fois, on ne se le prend pas. Et après, on peut inspirer les autres. Là, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Vous toutes les trois, vous accompagnez globalement des femmes dans leur gestion des finances, etc., dans l'investissement. La plupart du temps, ce sont des femmes. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous constatez sur la gestion de leurs revenus, la façon dont elles investissent justement l'argent ou elles n'investissent pas, quels sont leurs freins, enfin faire un petit état des lieux un peu bref de voilà ce qui se passe, les femmes que j'accompagne et que je vois, voilà comment elles sont financièrement parlant, et voilà quelles sont leurs croyances limitantes. Alors moi ça va être un exemple un peu différent, puisque moi j'accompagne les personnes à négocier leur salaire, je ne les accompagne pas à investir, mais effectivement même si je m'adresse aux salariés et eux, j'ai plus de salariés et eux qui me contactent, donc du coup j'accompagne énormément de femmes à négocier leur salaire, et les problématiques que je retrouve souvent, c'est le profil d'une nana hyper talentueuse, hyper capable, qui remplit toutes les cases, qui est adulée par son boss, mais qui n'est pas payée à sa juste valeur, qui est sous-payée par rapport à la valeur qu'elle apporte à son employeur. Là où même si effectivement j'accompagne aussi des hommes à négocier leur salaire, ça ne va pas être les mêmes problématiques, et j'ai beaucoup plus ce profil d'être surqualifié avant de oser candidater à un poste. Et souvent, ce que je rappelle, c'est que vous n'avez pas besoin de faire vos preuves avant de demander à être payé. En fait, le monde du travail, quand vous négociez votre rémunération, c'est le même principe que quand vous vendez un sac à main, que quand vous vendez une voiture. Vous n'allez pas essayer la voiture pendant 1 an et puis savoir si vous allez la payer à la fin de l'année. Vous allez d'abord payer sur la valeur que vous projetez. Et bien vos employeurs, ils investissent en vous sur la valeur que vous projetez. Moi, j'ai 2 profils de clientes, très clairement maintenant. J'ai des clientes qui veulent investir. Elles se sont rendues compte que c'est important d'apprendre à investir, mais elles ne se sentent pas forcément toujours à l'aise face à leur banquier ou face à la technicité, tout simplement, de pouvoir le faire toutes seules. Donc du coup, elles viennent avec moi pour diversifier en fait leur patrimoine, et c'est souvent des clientes qui gagnent très bien leur vie, mais elles veulent partir sur les marchés financiers, même parfois les cryptos ou de l'immobilier, parce que je fais aussi du coaching en investissement immobilier. Par contre, ce que je vois dans l'argent dans le couple, et je pense à un coaching il y a quelques jours, où madame vient me voir et elle me dit oui Vanessa, je fais n'importe quoi avec mon argent, vraiment ça va pas du tout. Je lui dis bon ok, combien tu gagnes par mois? Elle me dit je fais 590 € au jour, donc c'est 15 000 € de salaire par mois. Je dis ok d'accord, ouais, bravo, fine. Et je lui dis ok, on va gérer ton budget, t'es célibataire? Ok. T'as pas d'enfant? Ok. D'accord, donc il n'y aura pas de mec, rien du tout, on gère ton budget pour toi toute seule. Elle me dit oui mais je me marie dans 6 mois. Donc en fait c'est ça les femmes des fois.
Je lui dis non, si tu te maries dans 6 mois, ça veut dire qu'on ne va pas gérer ton budget que toi. En fait, il va falloir qu'on prenne tes revenus à toi et qu'on prenne aussi les revenus à monsieur pour voir en fait est-ce que vous êtes dans la proportionnalité, est-ce que vous êtes dans le 50-50. Parce que les femmes, c'est ça, elles sont dans l'amour, mais elles ne sont pas forcément dans les calculs de est-ce que c'est équitable ce que j'ai et ce que je vais investir. Et par exemple, je lui dis d'accord, et monsieur, il gagne combien? Elle me dit 590 euros. Je lui dis oui, mais 590 euros, toi c'est jour, lui c'est combien? Elle dit c'est 590 euros par mois. Et donc oui, on est dans un couple où madame gagne 15 000 euros par mois et monsieur gagne 590 euros par mois. Et ça peut prêter à sourire, mais moi j'ai déjà vu ça plein de fois, dans l'autre sens. Et dans l'autre sens, c'est pas un sujet. Toi, Camille, est-ce que du coup les femmes, elles prennent en considération la part du conjoint quand elles te parlent? Alors, je ne m'attendais pas du tout, en accueillant mes premières élèves, à ce qu'elles me parlent de leur mari, de leur conjoint ou autre. Pour moi, c'était une formation entre elles et moi. Et en fait, elles me parlent systématiquement de leur conjoint. À tel point que je me dis, mais pourquoi? Et en fait, je rejoins énormément Vanessa. Moi aussi, j'ai des élèves qui gagnent mieux leur vie que leur conjoint, voire parfois vraiment beaucoup mieux leur vie, comme ce cas de figure. Et je pense à l'une de mes élèves notamment, qui est en train d'investir seule dans l'immobilier et ça pose problème à son conjoint. Parce qu'il lui dit mais pourquoi tu investis sans moi, mais c'est pas normal, mais que vont penser les enfants, mais que va penser la famille, etc. Je pense sincèrement que si c'était dans l'autre sens, ça poserait pas de problème en fait. Les gens se diraient pas mais pourquoi il investit seul et pourquoi il investit pas avec sa femme. Les gens se diraient ils ont déjà acheté leur RP ensemble, ils ont déjà des investissements et là ça pose problème. Ça pose problème à son mari, ça pose problème à leurs proches aussi, à certains amis, elle m'a dit, à certaines personnes de la famille. Et pour moi, il y a un vrai problème à ce niveau-là, il y a un vrai problème de mentalité du « Ok, pourquoi un homme pourrait investir seul et pas une femme? Pourquoi deux individus, peu importe leur sexe, pourraient pas investir seul, en commun, avec d'autres personnes s'ils le souhaitent ?» Du coup, pour revenir effectivement au couple, de façon pratico-pratique, par rapport à ce que vous voyez, mais même par rapport à la rémunération, le fait de prendre de l'assurance, le fait de négocier, etc., quelles sont les solutions concrètes que chacune peut mettre en place dès maintenant pour justement déjà commencer à parler de couple dans son couple si elle a un couple pour pouvoir rétablir un peu justement ces inégalités-là, mais aussi vraiment commencer à penser son indépendance financière. Par quoi vous avez commencé peut-être vous chacune? En fait, j'ai rencontré mon conjoint actuel après avoir commencé à investir. J'avais déjà décidé de quitter mon job, donc je m'étais déjà lancée dans l'investissement immobilier. Et j'ai commencé à ce moment-là de ma vie à me former à l'investissement parce que j'y connaissais rien avant. À part mettre de l'argent sur un livret A, il n'y avait rien. Et en fait, au moment où j'ai rencontré mon conjoint, ça correspondait au moment où j'étais dans toute cette dynamique d'écouter des podcasts, de lire Les finances pour les nuls et ce genre de choses. Donc en fait, très naturellement, c'est arrivé dans la conversation à nos débuts. Donc je pense que ça a aidé à instaurer, déjà à être sûr de trouver une personne avec qui ce soit ok de parler d'argent, parce qu'en fait je me rends compte qu'aujourd'hui si mon conjoint refusait de parler d'argent, je ne pourrais pas être avec lui, tout simplement. Donc je pense que ça m'a aidé à être sûr de trouver la bonne personne. Cela étant dit, s'il n'y avait pas eu cette concordance d'événements, moi ce que je conseillerais, et ce que je conseille à des amis actuellement qui recherchent quelqu'un ou autre, c'est vraiment, je sais que c'est pas très sexy, mais il faut parler d'argent dès le début, il faut dédramatiser ce sujet, il faut surtout pas en faire un tabou, comme on pourrait parler de est-ce que tu veux des enfants, est-ce que tu veux te marier, dans quelle ville tu veux vivre, est-ce que tu veux déménager. C'est important de parler d'argent. Et pas forcément de l'amener frontalement, mais ça peut être d'envoyer un podcast qu'on aime bien et de demander à la personne qu'est-ce que tu penses du sujet, d'envoyer un article qu'on aime bien, un compte Instagram qu'on aime bien, ou simplement des petites choses comme ça pour petit à petit introduire le sujet et en faire quelque chose de neutre. En fait, c'est juste des chiffres. Il faut qu'on arrête de mettre des émotions, du ressenti derrière l'argent. À la base, c'est juste des chiffres. Si la personne en face de vous n'est pas ouverte, après, c'est un autre sujet de pérennité du couple, je pense. Alors du coup, moi, si j'avais un message à passer, c'est vraiment penser à vous d'abord. Tout à l'heure, j'ai parlé du fait que j'avais une majorité de clientèle féminine, mais du coup, j'ai aussi des hommes et dans 80% des cas, quand ils viennent me voir, c'est parce qu'ils ont été référés par leur conjoint qui leur a dit « il faut absolument que tu ailles voir Hawa, c'est pas possible ce que tu vis ». Et du coup, il y a vraiment cette notion où les femmes, souvent, on est éduquées à s'occuper des autres et je le vois vraiment, il y a une de mes clientes qui n'est pas ma cliente puisque c'était son mari, mon client, qui me dit le chef de mon mari m'appelle Madame la juriste parce que je suis toujours en train de dire mais non c'est pas normal ce que vous avez mis dans le contrat ou parce qu'elle relit tous ces documents, elle valide est-ce que tu as demandé un avenant, etc. Et du coup le gars est en sécurité parce que madame s'occupe de tout en fait. Donc il est très cool entre guillemets, mais il faut pas s'oublier en fait. C'est bien
d'être là pour les autres, d'être là pour ses enfants, d'être là pour ton homme. Mais en fait, une carrière à mener, ça demande un vrai investissement. Outre le temps que vous passez pendant votre 9h-17h au bureau, il y a un investissement personnel pour aller travailler sur vos compétences, travailler sur vos compétences en négociation, valoriser votre travail, travailler votre réseau, etc. Et ça, moi je dis souvent pour un salarié, c'est 50% du job. 50% c'est remplir la fiche de poste qui est marquée. Et les autres 50%, ils sont en dehors de la fiche de poste. C'est réseauter, c'est aller chercher les opportunités de poste qui vont vous permettre de croître dans votre carrière. À part que souvent, madame, c'est je cours, je vais aller chercher les enfants à la garderie, je vais m'occuper de ça, je vais garder les enfants. Alors que monsieur, il ne se pose pas forcément la question. Il accepte d'abord le job et après, il verra comment ça va se passer. Et nous, on l'intègre beaucoup trop. Donc, il faut plus se mettre dans cette posture de comment on fait. Quitte à faire des calculs, on prend une feuille de papier, il y a X sorties dans la semaine pour les enfants, toi t'en prends 2, moi j'en prends 2. On est vachement challengé dans notre rôle de mère, dans notre rôle de femme, dans notre rôle de nana canon et super bien, mais on est moins challengé parfois sur ces aspects de carrière, ces aspects qui nous donnent cette fameuse indépendance financière. Et des fois, mon conjoint gagne beaucoup plus, il s'occupe de tout l'argent. C'est tellement confortable de se laisser plutôt que d'aller batailler pour dire non, c'est à ton tour d'aller chercher le petit dehors, etc. Donc vraiment, ne vous oubliez pas, c'est le meilleur cadeau que vous puissiez vous faire. Moi, j'ai même envie de dire, parler d'argent tout le temps, en fait. On est dans une société, et là aussi, c'est là où j'ai réalisé que j'étais un peu décalée. Le fait d'avoir été bancaire, je passais mon nez dans le compte des gens, en fait. Donc, du coup, avec mes copines, on était là, oui, t'as gagné combien? Ah oui. Enfin, en fait, dans mon écosystème proche, on parlait tout le temps d'argent, mais vraiment concrètement. Oui, j'ai été payé ça, mais ma prime, c'était tel montant. Enfin, c'était vraiment très, très précis. Et en fait, naturellement, quand moi j'ai évolué dans ma gestion de budget, j'ai gardé cette habitude-là. Donc, quand, par exemple, j'étais dans mon ancienne relation, mais même là avec mon nouveau compagnon, mais en fait, je me suis rendu compte que moi, je n'avais pas vraiment ce problème-là, que déjà, les femmes, elles ont du mal à parler d'argent en couple. Et comme tu l'as dit, les problèmes d'argent deviennent des problèmes de couple qui deviennent souvent des sources de séparation, mais pas que dans le couple, en fait. J'ai une cliente en coaching qui avait beaucoup de mal, une image d'elle très négative, et en fait, quand moi j'entre en coaching, je lui dis on va tout casser. Là, moi je transforme ta vie, un mois, tu as un mois 1000, à la fin du mois, tu as plus 100, c'est clair. Sinon, tu prends quelqu'un d'autre. Moi, on n'est pas là pour être copine, moi je veux des résultats et très vite. Donc, quand on passe de moins 1000 à plus 100, c'est forcément traumatisant. Et le truc, c'est que en même temps, moi, surtout, pas que sur l'argent, sur aussi le mindset. Et la première semaine, elle me dit, oui, mais Vanessa, je mange dehors, mes collègues, ils ont l'habitude de... Je lui dis, oui, mais là, maintenant, voilà, tu vas dire à tes collègues que tu reprends ta vie en main. On dirait un gourou, mais c'était limite ça, je disais les phrases à dire. Je dis, tu leur dis, tu reprends ta vie en main. Les restaurants à 50 balles tous les midis, on n'a pas le temps, parce que limite, son projet, c'est le mien. Donc, son budget, c'est le mien. Donc, je lui disais, on n'a pas le temps, on n'a pas ci, on n'a pas ça. Elle me dit, non, mais Vanessa, c'est un peu dur et tout. Je lui dis, oui, je sais, mais ça va passer, c'est normal. Et en fait, au milieu de la semaine, elle m'appelle, elle me dit, c'est trop bien, j'ai tout économisé. Et en fait, j'ai dit à mes collègues que je prends en main mes finances. Et elle avait un peu honte quand elle a dit, mais je pense qu'elle m'a vraiment fait confiance. Et là, tout d'un coup, ce qui s'est passé, c'est que ses collègues, non, regardez, ouais, parce qu'on n'en parle pas beaucoup en fait. Et elle leur a dit, oui, les filles, moi j'ai plus 50 €, j'ai 12 € maximum. Et ses collègues ont commencé à lui envoyer des photos. Regarde, on est passé devant ce cantonnet, c'est 11,50 €. Et en fait, c'est devenu le projet de tout le monde. Et c'est vraiment ça, quand je dis parler d'argent en couple, parler d'argent en famille. Il ne s'agit pas de dire oui, bon, j'ai pas d'argent, je suis pauvre, ou oui, on m'a bloqué ma carte, ou voilà, de dire des trucs qui vont forcément être dévalorisants et on ne va pas être à l'aise. Non, mais il faut se dire juste que je prends en main ma vie, je prends en main mes finances, j'ai pas honte, j'ai 20 € de budget, ça sera soit 20 €, soit on s'appelle, et moi je vais manger ma soupe, et enfin, vous voyez, mais pas subir. Parce que ce que les femmes font souvent, c'est je ne peux pas me le permettre, mais allez, je l'aime bien, non, je vais le faire. Et comme Awa disait, faites-vous passer en premier. Si vous vous faites passer en premier, vous mettez des limites. Les gens qui vous aiment vont s'adapter, ils vont respecter, et ils vont même encourager ce travail, et vous allez les inspirer. Merci beaucoup.